C'est parti. Volontairement, je ne vais pas mettre ma caméra, donc je m'excuse d'ores et déjà auprès des différents acteurs qui sont présents là ce soir, parce que je sens que vous allez non seulement perdre l'image, mais aussi là. Donc voilà, je vais animer comme ça à l'aveugle pour vous. Donc bonsoir à tous, ravi de vous accueillir là ce soir pour ce webinaire. Donc un webinaire consacré à la question de la qualité à l'IFEAP. Donc c'est un webinaire qui est donc le premier épisode d'une série de 5 rendez-vous présentés là en fin de diaporama. Pour animer ce rendez-vous soir, donc Sandra, c'est complètement haché. Alors moi, je vais introduire les choses en tant que responsable de la relation, désormais en charge de la mise en œuvre et les relations donc différents clients qui encadrent votre donc c'est à titre de savoir. Nous avons l'attention donc de Vincent, donc qui est responsable qualité à l'IFEAP. C'est elle qui porte l'ensemble de la démarche et l'ensemble de la certification Qualiopi. Vous présenter. Sandra. Donc, alors, il est formateur et responsable des formations numériques. Oui, Karine. Vous m'entendez pas, c'est ça que tu es en train de me dire? C'est complètement haché. C'est complètement haché. Finalement, c'était mieux quand tu étais sur le réseau de Montrouge. Eh ben, je peux reprendre le réseau de Montrouge, hein, je peux retester, hein, c'est pas un souci. Ouais. Vous allez me dire, sinon tu prendras la main. Ouais. Bon, là je suis repassée sur le réseau de Montrouge. C'est mieux en termes de son? Ça a l'air d'être mieux, vas-y, on va essayer. Ça a l'air d'être mieux. Donc je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu, mais j'étais en train de vous présenter les collègues. Donc Karine Vincent, responsable de la qualité à l'IFEAP et de la démarche qualité et de la certification Qualiopi. Frédéric Argoulon, donc responsable des usages numériques et donc formateur référent FOAD à l'IFEAP. Et pour nous accompagner, nous aurons également Agathe Davio, donc, qui est en charge de repérer vos questions et de pouvoir effectivement gérer les questions logistiques qui pourraient se présenter en parallèle de cette présentation. Ça va là, c'est mieux? Ouais. Oui, beaucoup mieux. C'est parfait, ouais. Bon, bah, ça roule. Ouais. Comme on n'est pas nombreux, vous pouvez soit poser les questions dans le chat, soit demander la parole et puis on pourra échanger de vive voix, en fait. Vous verrez, à certains moments, on va avoir des temps pour poser les questions. Donc, soit via le chat, soit de vive voix. Voilà. Sandra, je te laisse continuer. Oui. Donc, effectivement, ce premier épisode ce soir est consacré à la question de la formalisation des objectifs professionnels. Donc, comment les formaliser et comment les évaluer lors de la mise en place d'une formation courte à l'IFEAP. Donc, c'est dans ce cadre-là, effectivement, que l'on va travailler ce soir. Donc, effectivement, la question des objectifs professionnels, elle s'inscrit dans la logique et dans le processus de la certification Qualiopi. Alors, j'imagine que vous en avez tous déjà entendu parler. Alors, Karine, je veux bien la 3e slide. Donc, la certification Qualiopi, c'est... donc, effectivement, Qualiopi, c'est une certification qui a été mise en place dans le cadre Donc, on a perdu Sandra. Je vais prendre le relais. Donc, Qualiopi, donc c'est une certification mise en place, comme vous le savez, dans le cadre de la loi liberté de choisir son avenir professionnel. Tous les organismes de formation qui demandent donc des fonds mutualisés ou collectifs vont devoir obtenir cette
cette certification. Donc à l'horizon de janvier 2022, donc normalement c'était janvier 2021, mais avec la crise sanitaire, le gouvernement a décidé de reporter d'un an la certification. Et donc cette certification est portée par un référentiel national qualité qui comprend 7 critères et 36 indicateurs. Et quand on demande cette certification, donc on la demande soit pour les formations professionnelles, soit pour l'accompagnement VAE, soit pour l'apprentissage, soit pour les bilans de compétences. Voilà. Tu es revenue, Sandra, parmi nous? Oui, je suis revenue parmi vous. Merci d'avoir pris la main, Karine. Voilà. Donc, et puis, je te confie la main pour la suite. Voilà, tout à fait. Donc, ça repose donc sur ce référentiel national qualité. Et nous, au niveau de l'IFEAP, nous sommes garants pour l'ensemble de nos formations, y compris les formations courtes, du respect de ce référentiel qualité. Voilà, donc nous avons eu l'audit de certification pas plus tard que la semaine dernière. Donc on attend officiellement les résultats de cette certification et on espère vous donner une bonne nouvelle d'ici la rentrée par rapport à cette certification Calliope concernant l'IFEAP. Donc, nous sommes garants du respect de ce cahier des charges et donc nous sommes garants évidemment en interne par rapport à nos formateurs internes, mais également par rapport à nos intervenants et que nous faisons intervenir externes. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé d'organiser cette série de webinaires pour partager avec vous ce que l'on a, ce que nous mettons en place à l'IFEAP pour garantir le respect de ce cahier des charges. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur finalement 2 indicateurs. Alors pourquoi ça passe pas à la diapo suivante? Voilà. Donc un premier indicateur qui est l'indicateur numéro 5 du cahier des charges. Donc cet indicateur dit donc que le prestataire doit définir les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation. Donc nous devons démontrer donc que ces objectifs sont opérationnels mais surtout évaluables, et ce pour nos formations longues, donc qualifiantes ou certifiantes, mais aussi pour nos formations courtes que l'on appelle communément à l'IFEAP, vous avez déjà entendu ce terme, c'est-à-dire nos sessions de perfectionnement. Également, un autre indicateur de ce cahier des charges, de ce référentiel, pardon, qui est l'indicateur numéro 11. Le prestataire évalue l'atteinte par les publics bénéficiaires des objectifs de prestation. Et ça aussi, à la fois pour nos formations longues, mais aussi pour les formations courtes. Donc c'est pour ça qu'il nous avait paru important d'échanger avec vous sur ce que nous on appelle objectif à l'IFEAP quand on rédige nos programmes de formation, et comment on prévoit d'évaluer ces fameux objectifs pour nos formations de perfectionnement. Donc voilà pour ce qui est finalement de la référence à ce référentiel Calliope. Donc vous voyez bien qu'il y a un véritable enjeu derrière, puisque ça, on en avait déjà échangé avec certains d'entre vous. Évaluer des objectifs dans le cadre de formations longues, ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Évaluer l'atteinte des objectifs dans nos formations courtes, on se dit au premier abord, ça, c'est des choses qu'on ne faisait pas forcément, et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Donc, c'est l'objet de nos échanges ce soir. Mais avant d'aller sur l'évaluation, eh bien, il faut pouvoir formuler ces objectifs. Et là, je vais laisser
la main à Sandra qui va vous expliquer comment nous, à l'IFEAP, on a choisi de formuler les objectifs dans nos programmes de formation. Sandra, à toi. Oui, merci Karine. Pareil, hein, j'espère que ça va tenir. Donc, que dit la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel? Elle commence dans un premier temps par redéfinir ce qu'est une action de formation. Elle nous dit l'action de formation donc, se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est inscrit aujourd'hui dans le Code du travail. Donc, il y a à la fois un changement de terme et cela implique effectivement une autre manière de rédiger également les programmes de formation. Donc, ça a un impact fort. On passe effectivement d'une logique d'objectifs de formation avec lesquels on était relativement à l'aise autrefois à une logique d'objectifs professionnels. Ça a un impact effectivement sur la manière de rédiger les choses. Donc, en termes de définition, l'objectif professionnel, c'est le résultat attendu à la fin d'une formation. Donc, il est décrit en termes de compétences à atteindre. Donc, si on prend un exemple, ça pourrait être construire l'architecture et l'organisation de formation en situation de mixité de public. Par exemple, un public scolaire et un public d'apprentis. Si on regarde la définition de l'objectif de formation, c'est ce que vise le formateur pour l'apprenant. Et ça peut être, par exemple, définir ce qu'est la mixité des publics. Donc, effectivement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les objectifs professionnels doivent être définis. Ah. Ça saute encore. Alors, voilà, un objectif professionnel, c'est bien ce que l'on vise en termes de compétences à atteindre pour la personne qui est en formation. Et l'objectif de formation, c'est bien, c'est bien du côté, on regarde bien du côté du formateur au niveau des objectifs que l'on vise pour l'apprenant en vue, enfin, c'est les différentes étapes que l'on vise en vue d'atteindre cette fameuse compétence visée en fin de formation. Et bien évidemment, quand on rédige le programme de formation, il faut bien évidemment que l'objectif professionnel soit en adéquation avec le degré d'exigence en degré d'exigence et surtout par rapport aussi à l'évaluation qu'on va pouvoir mettre en place. Sandra, es-tu revenue? Oui, excusez-moi, je sors sans arrêt. Des exemples avant et après. Des exemples justement avant et après pour clarifier les choses. Donc, on est reparti d'un exemple, de l'exemple d'une séance qui s'appelait « Construire et réussir une séance de cours ». Donc, comme vous pouvez le constater là sur la slide qui vous est présentée, en 2016, on formalisait les choses sous l'angle d'objectifs de formation. Et là, vous pouvez constater qu'il y avait énormément d'objectifs de formation qui étaient déterminés pour cette séance-là. Aujourd'hui, en 2020, cette même séance se résume à 3 objectifs professionnels. Donc, ces 3 objectifs professionnels sont les suivants. Construire son enseignement, en tenant compte des différentes dimensions du contexte de l'exercice professionnel. Animer une séance de cours en ayant choisi avec discernement la méthode pédagogique. Et argumenter ses choix didactiques et surtout pédagogiques. Donc ça, c'est effectivement des objectifs qui sont de l'ordre de la réalisation concrète sur le terrain à l'issue de la formation par le stagiaire qui a suivi la formation. Alors qu'effectivement, en 2016, on était plutôt sur un objectif qui était celui du formateur pour le stagiaire dans un contexte de formation. En gros, à l'issue de la formation, le stagiaire est en capacité d'identifier les compétences et les missions du métier de professeur de l'enseignement agricole privé. Ça ne donne pas pour autant une dimension de compétences opérationnelles sur le terrain. On peut passer à la suivante. Un autre exemple. Merci, Karine. En 2017, la session de formation intitulée « Favoriser le bien-être en classe par la pratique de la sophrologie »
effectivement, se matérialisait par quatre objectifs de formation. Donc, s'appuyer sur ses ressources, en l'occurrence le corps, le mental, pour faire face au stress, mieux se concentrer, mieux apprendre, se motiver, se détendre, etc. En 2020, cette même session de formation se résume aujourd'hui à un seul objectif professionnel, qui est pratiquer la sophrologie dans les classes pour un bien-être et une meilleure concentration de l'élève. Comme vous pouvez le voir, effectivement, il y a vraiment une différence d'approche entre l'objectif de formation et l'objectif professionnel. Alors, pour conclure cette première partie, avant vos questions, on voulait du coup vous montrer la manière dont sont présentées aujourd'hui nos fiches programmes à l'IFEAP, pour que vous puissiez aussi avoir conscience lorsque nous retravaillerons ensemble sur justement sur de l'ingénierie, sur l'ingénierie de formation et sur la rédaction de futures fiches programmes ensemble, que vous voyez quels sont finalement les différents éléments que l'on fait apparaître dans nos fiches programmes et qui sont également des éléments, je dirais, obligatoires et notifiés dans le référentiel Calliope. Donc nous avons… Sandra, es-tu revenue? Oui. Ouais. Vas-y, continue sur la fiche. Donc, sur la fiche programme, nous avons donc évidemment le titre, le titre de la formation. Pardon. Ici, donc nous avons le titre de la formation qui reflète finalement, enfin qui va refléter la finalité en termes de compétences à atteindre pour nos apprenants. Là, par exemple, sur les mathématiques en 4e, 3e ou CAP agricole, c'est bien enseigné autrement par une approche compétence ou capacitaire, avec toujours, donc ça n'a pas changé, un chapeau d'accroche pour les personnes donc, qui vont lire le programme. Ce qui n'apparaissait pas jusqu'à maintenant dans nos programmes, ce sont les prérequis. Donc ça, c'est ce que le référentiel Calliope nous demande d'afficher, y compris pour les formations courtes. Donc là, pour cette formation-là, en l'occurrence, nous souhaitons que les stagiaires maîtrisent leur référentiel d'enseignement. Si ce n'était pas une exigence, nous aurions mis, et que du coup, dans la formation, nous prévoyions un temps sur l'acquisition l'acquisition de la maîtrise de ces référentiels, nous n'aurions pas mis ça en prérequis. Mais là, l'objectif, c'est de rentrer directement dans le dur et donc on demande aux personnes de maîtriser ce référentiel. Donc, pour la plupart de nos formations courtes, on ne met pas, pour la plupart, on n'affiche aucun prérequis. Mais pour certaines formations courtes, on peut exiger ces prérequis. Mais il faut afficher des prérequis, même s'il n'y en a pas, il n'y a aucun prérequis. Ensuite, donc, nous affichons les objectifs professionnels, le contenu, les intervenants, les modalités pédagogiques et l'évaluation qui va être prévue pour évaluer les objectifs de la formation. Donc là, ici, ce sera donc des situations, nous ferons produire les stagiaires sur des situations d'évaluation et des grilles d'évaluation. Donc, sont affichés bien évidemment les dates et les lieux, les durées, les tarifs, les publics concernés et les contacts. On doit également, ça ne vous concerne pas forcément dans la rédaction du programme, mais à titre d'information pour ceux qui vont faire une demande de certification Calliope, il faut afficher également dans vos programmes donc, les conditions et modalités d'inscription à la formation. Donc nous, vu que c'est une page du catalogue, vu que les conditions d'inscription sont les mêmes pour toutes nos formations courtes, donc on renvoie à une page du catalogue et on doit également spécifier les conditions ici, les conditions d'accueil et d'accès des publics en situation de handicap. Donc voilà pour ce qui est de la présentation des fiches, de nos fiches programmes.
et plus particulièrement, donc on est rentré dans le détail sur la formalisation des objectifs. Avez-vous des questions? Donc, si vous voulez prendre la parole, soit vous vous exprimez dans le chat, soit au niveau de votre petite barre de menu centrale, vous avez une main et vous cliquez sur la main et Agathe nous dira qui veut poser des questions. Et vous pourrez prendre la parole. A priori, pas de questions. Moi, je vois rien, donc je vois que mon diaporama. Si Anne a une question. Je peux prendre la parole? Oui, oui, vas-y, Anne. J'ai besoin de comprendre entre formation courte et longue. Par exemple, moi, j'interviens sur un module d'une journée et demie, donc c'est court, mais au sein d'un parcours de formation de VS qui est long. Donc, comment je me situe là-dedans? Eh bien, je vais... Sandra, tu réponds? Ah, Sandra est plus là. Eh bien, Anne, en fait, tu interviens dans le cadre du parcours Oui. CQP-EVS. Donc, Oui. la question de l'évaluation au sens où on va formaliser des éléments de preuve pour l'évaluation. Du coup, toi, tu n'as pas à t'en préoccuper parce qu'ils ont déjà un processus d'évaluation prédéfini, d'accord, sur l'atteinte des objectifs. Par contre, ça n'empêche que toi, pour ton module de 1 jour et demi, de toute façon, dans tes pratiques, je suppose que tu mettais en œuvre plus ou moins une évaluation, même si c'est informel, pour vérifier que les apprentissages ont bien été faits. Donc, oui, tout à fait. Oui, oui. Voilà. Hein. Donc, mais tu n'as pas... En fait. Non, oui. Pour toi, ça ne changera rien dans ce cadre-là. Tout à fait. Il n'y aura pas d'éléments de preuve supplémentaires à fournir. D'accord, merci. Moi, j'avais une autre question. Oui, Marie-Christine. Oui, Marie-Christine. Ouais, c'est bon. Je vois que l'intitulé, effectivement, ou l'objectif professionnel, là, quand on parlait de la sophrologie, reste souvent le même, mais le fait de réduire le nombre d'objectifs de formation, enfin, je pense que c'est les objectifs de formation, ce qu'il y avait comme mettre en place pour répondre à des situations de stress qui a été nommé, qui était fait avant. Tous ces objectifs-là, ils apparaissent où finalement dans le catalogue? Où est-ce qu'ils sont écrits? Parce qu'on reste sur quelque chose de très, très vague finalement quand on dit pratiquer la sophrologie. On reste sur des buts de formation, mais ce n'est pas très opérationnalisé. Entre ce qu'il y avait en 2016 ou 2017 et puis ce qu'il y a aujourd'hui. Quand on dit pratiquer la sophrologie, ben, dans une classe, ça reste très vague. Alors, on n'arrive pas à savoir ce qu'il y a derrière, même en tant que formateur. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les objectifs doivent être formalisés en termes d'objectifs professionnels. Donc, on n'est pas juste sur pratiquer la sophrologie. Alors, peut-être qu'il est encore améliorable, hein, cet objectif, mais on est bien pratiquer la sophrologie en classe pour le bien-être, je ne sais plus comment c'était écrit, pour un bien-être et une meilleure concentration des élèves. Donc, il y a bien un objectif derrière, c'est qu'on est bien sûr de la sophro pour permettre, donc moi en tant que, là du coup ça sera en tant qu'enseignant ou éducateur, je vais mettre en place des techniques de sophrologie pour permettre une meilleure concentration des élèves. Donc, on est bien sur une finalité, une finalité concrète d'activité, d'accord?
Alors que, et donc, avant, c'était des objectifs, ce qu'on disait, des objectifs de formation, des objectifs pédagogiques. Donc, c'était finalement les différentes étapes par lesquelles la personne va passer au niveau de ses apprentissages pour finalement arriver à cette compétence qui est un peu plus globale. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je veux bien, oui, oui. Ouais. Ouais. Donc, nulle part, effectivement, nous allons écrire, afficher dans le catalogue tous ces objectifs, mais le formateur, quand il effectue son ingénierie de formation et son ingénierie pédagogique, fait ce travail-là quand même de dire par quelles étapes moi je vais passer de façon opérationnelle pour amener mes apprenants à avoir la compétence d'utiliser des outils de sophrologie pour permettre une meilleure concentration des élèves. Ouais, sauf que les stagiaires n'auront pas connaissance finalement de ces étapes intermédiaires. Hein. Alors, ils peuvent en avoir connaissance dans la rédaction des contenus. Dans la rédaction. En général, ouais. Regarde, par exemple, ici, pour l'exemple des mathématiques, et c'est le cas, je pense que dans la formation Sophro telle qu'elle est rédigée dans le catalogue, c'est qu'on a bien nos objectifs professionnels, qui est bien construire des activités pédagogiques du sens aux élèves. Et dans les contenus, on va voir finalement les différentes étapes par lesquelles on va passer. Ah oui, on va le remettre dans le contenu. Voilà, on le remet dans le contenu parce quand on analyse les programmes de formation tels qu'ils étaient faits avant, souvent, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on mettait les objectifs de formation, souvent dans les contenus, on reprend les objectifs de formation en mettant des substantifs. Au lieu de mettre des verbes d'action, on mettait des substantifs. Oui. Donc, finalement, on retrouvait la même chose. Ok, j'entends. Ouais, ça y est, je vois. Merci. De rien. D'autres questions? Bon, Sandra, on va pouvoir passer à la suite. Je crois que c'est pas... Allô, allô? Oui, Karine. C'est toi qui prends la suite, Karine. Ah oui, c'est moi qui prends la suite. Donc, maintenant qu'on a formalisé les objectifs, on va voir comment on peut évaluer ces objectifs. Alors, quels sont les enjeux finalement de l'évaluation pour des formations courtes? Alors, il y a déjà une première chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on confonde l'évaluation de l'atteinte des objectifs de la formation, donc en l'occurrence les objectifs professionnels, du bilan de satisfaction à chaud qu'on demande de remplir en fin de formation à nos stagiaires. Dans le bilan de satisfaction à chaud de fin de formation de nos stagiaires, on va dire que 90% de ce bilan de satisfaction à chaud se rapporte à des questions liées au déroulé de la formation et à la satisfaction du client sur la façon dont s'est déroulée la formation. Dans notre bilan de satisfaction à chaud IFEAP, il y a une dernière question où on leur pose la question quelles sont les prises de conscience que vous avez réalisées. Mais c'est rien par rapport à toutes les autres questions qu'on leur pose. Donc, c'est bien à distinguer de l'évaluation de l'atteinte des objectifs. Et c'est à distinguer finalement des critères 2 et 3 donc du référentiel Calliope où je vous ai, avec les indicateurs que je vous ai présentés donc, au début de ce webinaire, donc les indicateurs qui sont liés à l'évaluation des objectifs, du critère 7 donc, de Calliope, ce critère 7 est un critère autour de l'amélioration continue de la démarche, qui est autour de la démarche qualité de l'organisme de formation et de son amélioration continue avec la prise en compte donc de la satisfaction client et des mesures qui sont mises en œuvre pour
pour satisfaire le client. Voilà. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Alors justement, par rapport à ça, les enjeux de l'évaluation pour les formations courtes, moi j'avais une question à vous poser. Enfin, une question à vous poser, c'est quelles interrogations cela vous amène par rapport à ça? On vous dit, eh bien demain, vous allez devoir évaluer les objectifs de la formation dans le cadre des formations courtes IFEAP. Quelle question ça vous amène ou quelle remarque? Je peux parler? Oui, Régis. Ouais. Moi, ça me pose plusieurs questions. Si je reprends l'exemple tout à l'heure de la sophrologie, donc je comprends que l'objectif professionnel, c'est d'être capable d'animer des séances de sophrologie pour le bien-être des élèves, mais évaluer ça en fin de formation, d'abord, il y a une partie qualitative, et enfin, les formations que je donne, quand ça touche au savoir-être, la partie qualitative est importante et c'est pas facile à évaluer. Et puis, d'autre part, vouloir vraiment évaluer cette capacité, cette compétence, par exemple, d'animation d'une séance de sophrologie, pratiquement, il faudrait mettre la personne en situation pour pouvoir s'en rendre compte. Mais en tout cas, ça demande beaucoup de temps. Enfin, voilà. Donc, quand c'est des formations courtes, moi, j'ai des questions sur d'abord la capacité donc, à évaluer un savoir-être ou un savoir-faire même. Et puis, un savoir, c'est facile à évaluer. On fait un QCM ou je ne sais pas, enfin voilà, on pose des questions et puis on voit si le savoir est intégré. Mais le savoir-faire, déjà, c'est moins facile. Savoir-être, c'est encore plus difficile. Et puis, surtout, ça prend du temps. Voilà. Ouais, moi, c'est Julien Garrigue, je suis complètement d'accord avec cette intervention. Il me semble que pour savoir si ça a marché, une formation, il faut au moins attendre 3 mois après. Et puis après, si on demande à ceux qui ont participé, ce sera du déclaratif. Il y a rien qui permettra de dire réellement s'ils ont mis en place ce qui a pu être conseillé et mis en œuvre lors des formations. Alors bon, là, c'est mon côté à moi, mais je dirais presque qu'il faut une inspection pour vérifier que ce qui a été fait a été mis en place ou pas, quoi. Mais en tout cas, en sortant de la formation par rapport au bilan à chaud, moi je trouve que c'est impossible de savoir si les objectifs de formation professionnelle vont être mis en place et ont été compris comme le formateur le souhaitait, il me semble. Non, je confirme ce que tu viens de dire, parce que je trouve que là quand on travaille, moi dans les stages sur la gestion du stress, on a beaucoup de pratiques autour du corps qui vont mobiliser le corps, mais les gens font en même temps des apprentissages pour eux. Donc, entre l'apprentissage qu'ils font et puis la transmission et le transfert auprès des élèves avec des outils pédagogiques particuliers, parce que les classes sont quand même particulières, il y a quand même une marge, et il me semble que ce n'est pas en 2 jours que tu peux faire une évaluation. Tu peux évaluer, mais l'effet de l'évaluation, l'évaluation est sans effet au niveau de la qualité auprès des élèves, quoi. C'est une évaluation fictive parce qu'il n'y a pas d'intégration suffisante, à mon avis. Sinon, d'ailleurs, quel est l'intérêt d'une formation longue en sophrologie ou ailleurs aussi? Les personnes intègrent, là, on est sur du savoir-faire et du savoir-être. Donc, c'est complexe, en fait. Hein? Oui, je prends note. Hein. Moi, je signe exactement la même chose. Et moi, tout ce qui concerne technique de communication, d'écoute, d'animation en groupe, c'est aussi beaucoup du savoir-être. Il y a du savoir-faire, bien sûr, des connaissances, mais j'ai toujours considéré que c'était compliqué d'évaluer sur des critères objectifs quelque chose qui reste quand même, malgré tout, du domaine du subjectif.
Voilà, donc je signe ce qui vient d'être dit. Après, je crois que ça vient d'un très bon sentiment de vouloir à tout prix évaluer la qualité de l'organisme par le client. Mais dans les faits, dans la pratique, de fait, on peut faire un questionnaire à froid 3 mois après. Mais qui peut évaluer précisément, c'est compliqué. Alors moi, malgré tout, je voudrais dire que sur l'intention, ça me semble très bien. C'est-à-dire que les objectifs qui sont marqués tels que dans les exemples du avant-après, moi, il me semble effectivement que comme c'est des formations à but professionnel, c'est mieux d'avoir des objectifs clairement directs par l'enseignant plus tard. Mais c'est vrai que son évaluation, moi, ça me semble être vraiment une difficulté. Mais après, dans l'affirmation des objectifs avec vraiment de l'opérationnel pour les futurs enseignants, ça me semble beaucoup mieux dans la présentation. Mais moi, je ne vois pas comment on peut l'évaluer autrement que dans du déclaratif. Et là, on sait bien que dans le déclaratif, il peut y avoir un gouffre entre la réalité et la réalité. Alors, il y aurait une autre manière de faire, mais ça, moi, j'ai déjà proposé ça dans d'autres contextes que l'IFEAP, mais c'est difficile à mettre en œuvre. C'est de faire une demi-journée à distance, de rassembler le groupe, et là, on évalue. On fait un point où on est chacun, on évalue. Là, on peut, nous, du coup, formateurs, on sait ce qui s'est vécu, on sait on peut évaluer, mais c'est nous qui évaluons. Ça reste subjectif aussi, mais pour une part. Alors, tout ce que vous m'avez évoqué, on s'est évoqué aussi en équipe, bien évidemment. La question de l'évaluation, de toute façon, que ce soit maintenant ou même avant, de l'évaluation de l'intégration, vraiment de l'intégration des apprentissages et du réinvestissement en milieu professionnel, de toute façon, c'est quelque chose dont on a tous conscience que ça se fait de toute façon une fois qu'on est retourné dans son milieu professionnel et donc de dire que évaluer l'acquisition de cette compétence à chaud comme ça ça n'a pas forcément de sens, mais on peut évaluer un potentiel. Je pense, Julien, ce mot-là oui, te parle ça, je suis d'accord. au niveau de l'enseignement agricole. Oui, complètement. Donc nous, on l'a vu plutôt au niveau de l'équipe IFEAP, cet indicateur-là de prévoir une évaluation des objectifs professionnels, on l'a plutôt vu comme une évaluation d'un potentiel, d'accord, d'un potentiel à réinvestir ensuite dans son milieu professionnel. Et puis, ça, c'était la première chose. On s'est interrogé sur comment on peut évaluer des savoir-être aussi. Donc, on va vous présenter, nous ce qu'on a réfléchi. Donc, on a vraiment cette notion de potentiel et on s'est dit, mais on s'est reposé la question, on s'est dit, mais est-ce qu'on est si loin de ce qui est exigé? Parce que finalement, quand on regarde, on a fait une analyse de nos pratiques en formation et on s'est dit, finalement, ces évaluations, on les faisait déjà quand on fait produire par exemple, quand on fait produire les stagiaires, quand on leur demande de produire une grille d'évaluation, quand on leur demande de produire je sais pas moi, un tableau de synthèse sur une production, quand on leur demande de simuler une séance de cours, quand on leur demande de se projeter au niveau d'un plan d'action à l'avenir, un plan d'action de réinvestissement dans leur établissement. Excusez-moi, c'est que j'ai un moucheron devant mon écran. Donc, on s'est dit, mais on leur demande déjà de faire des choses qui, finalement, pour nous, sont des indicateurs de potentiel acquis ou pas de cette compétence. Et donc, c'est déjà des choses qu'on fait, mais ce qui nous manquait, c'était les éléments de preuve à formaliser. Eh bien, du coup, on a tout posé sur la table
Et on a formalisé une typologie finalement des évaluations, une typologie des éléments de preuve que l'on pourrait fournir pour justifier de l'évaluation de ces objectifs. Alors, est-ce que c'est suffisamment gros et que vous arrivez à voir tout ce qui est écrit dans le tableau? Dites-moi. Ça va. Ça va? Donc, en fait, on a réfléchi, on s'est dit... Alors, on a réfléchi sous l'angle formation en présentiel et on a réfléchi sous l'angle formation à distance. Et donc, moi, je vais vous présenter la partie présentielle et puis Frédéric vous présentera la partie formation à distance. En présentiel, eh bien, le truc très simple qu'on peut mettre en place, ça, Régis en a parlé, ce sont les fameux questionnaires ou quiz pour évaluer des connaissances. Donc, on peut utiliser soit des questionnaires papier ou sous format numérique. Donc, pour on va dire les formateurs habitués, on peut utiliser des Socrative, des Kahoot, etc. Ou utiliser tout simplement un questionnaire, un quiz sur Word ou Excel, enfin, etc., etc. Et donc, on s'est dit, ben, ça, on peut le faire en formation. Ce qu'il faut, c'est avoir le réflexe de récupérer via une extraction, si on utilise une application numérique, soit via une photo ou un scan, des questionnaires qu'on va faire aux stagiaires. On peut aussi, au cours des travaux au cours de la formation, on peut demander aux stagiaires à un moment de réfléchir, de s'auto-évaluer ou de co-évaluer le chemin qu'il a réalisé. Donc là, on est plus sur les questions de savoir-être, de s'auto-évaluer sur le chemin qu'il a réalisé au cours de la formation et comment il va se projeter à court terme dans la mise en œuvre quand il sera retourné au sein de son établissement. On peut appeler ça plan d'action, on peut appeler ça auto-évaluation du chemin réalisé, on peut appeler ça, enfin voilà, de différentes manières. Et on utilise soit des questionnaires via des questions semi-ouvertes, soit des grilles d'observation, soit des plans d'action. Et ça, c'est sur la base soit d'expression libre, soit d'expression encadrée. Et donc, les stagiaires le font, gardent ça souvent pour eux. On leur dit souvent, vous gardez ça pour vous, en règle générale. Et bien là, l'idée, ça serait de pouvoir démontrer que les stagiaires ont vraiment fait un travail sur eux, de réflexivité sur ce qu'ils ont appris, sur le chemin qu'ils ont pris, et donc de récupérer une photo ou un scan de leur production. Dans le cadre de production orale, par contre, là, il faut que l'intervenant prévoie d'avoir une grille d'observation pour pouvoir prendre des notes sur ce que les stagiaires vont avoir restitué à l'oral. On leur demande, c'est pas vrai ça, pardon. On leur demande également, souvent, très très souvent dans nos formations, de produire de façon individuelle ou collective sur du paper, enfin de faire vraiment des productions concrètes, matérielles, soit sur du paperboard, soit sur avoir des productions numériques, etc. Donc par des cartes mentales, des schémas, des tableaux. Ils peuvent même aller jusqu'à produire des vidéos pour certains, produire des PowerPoint, etc. Et là, c'est pareil, on ne prend pas forcément l'habitude de récupérer ces éléments-là, mais ce sont également des éléments de preuve qui vont nous permettre de justifier qu'on a évalué les objectifs de la formation.
Je prends l'exemple de construire et réussir une séance de cours dont on vous a présenté l'exemple en termes de formalisation des objectifs. Construire et réussir une séance de cours, on demande aux stagiaires alors, le problème, c'est que, oui, on leur demande de produire une séance de cours et de la présenter. Alors, pardon, excusez-moi, c'est l'exemple qui vient après. Excusez-moi, donc je change. Donc, production individuelle collective ou collective matérielle, ça va être, par exemple, je prends l'exemple de la formation mathématique où je vous ai présenté la fiche programme. Au cours de la formation, les stagiaires vont produire des situations d'évaluation en mathématiques et vont construire des grilles d'évaluation pour évaluer leurs élèves au regard de ces situations d'évaluation. Eh bien, ça sont bien des productions matérielles qu'ils vont construire, qu'il va falloir garder pour prouver qu'on a bien mis en place quelque chose pour évaluer le potentiel leur potentiel à pouvoir reproduire ça quand ils seront retournés dans leur milieu professionnel. Et puis, on a la même chose sur des productions individuelles et collectives dématérialisées, avec des mises en situation, des expressions gestuelles ou orales, etc., des jeux de rôle, etc., etc. Et là, j'en viens à mon exemple de construire et réussir une séance de cours, où on demande donc aux enseignants de produire une séance de cours et de la faire vivre au groupe de stagiaires. Donc là, on est bien sur une mise en situation concrète à l'oral de la séance de cours et on formalise, le formateur, lui, formalise une grille d'observation, une grille d'évaluation ou d'observation, peu importe comment on l'appelle, que l'on va renseigner. Donc, soit le formateur va renseigner ou les stagiaires vont renseigner parce qu'on peut être dans de la co-évaluation avec les pairs. Et on doit garder trace de cette observation, de cette prestation orale, finalement. Donc voilà, donc on a posé vraiment sur le papier, on est parti de ce qu'on fait en général en formation. On a essayé d'élaborer une typologie donc, de ce qui était déjà fait en termes de modalités d'évaluation qu'on n'appelait pas évaluation jusqu'à maintenant au sens strict du terme. Et on s'est dit, bah voilà, les éléments de preuve qu'on doit pouvoir fournir derrière pour bien prouver que les travaux, enfin ce qu'on avait prévu a été fait. Donc voilà pour ce qui est du présentiel. Pour ce qui est de la formation à distance, je vais laisser la main à Frédéric. Ok, alors bonjour à tout le monde. Donc sur la partie des éléments de preuve en distanciel. Donc sur ce tableau, on a distingué deux modalités de formation. La première partie qui est dite de classe virtuelle. On utilise principalement deux outils aujourd'hui. Classilio, qui est un outil de classe virtuelle, et Teams. Donc voilà, les deux outils avec lesquels on travaille pour faire de la formation en direct, dite synchrone, parce qu'on rencontre à distance les apprenants sur des temps d'une heure, 1h30 en classe virtuelle. Et puis l'autre modalité de formation à distance dans la deuxième partie du tableau, je passe sur les termes LMS, etc. En fait, une plateforme. Nous, on utilise Moodle, il y en a plein d'autres, mais à l'IFEAP, on utilise Moodle, donc plateforme où on peut déposer des contenus de formation, des exercices à réaliser. Donc là, c'est la formation dite asynchrone, puisqu'on ne se retrouve plus au même moment tous ensemble. Chacun peut, au cours des semaines, sur plusieurs semaines par exemple, réaliser son parcours de formation. Et puis souvent, c'est ponctué par des temps de classe virtuelle. Donc c'est un peu ça comme la manière dont on architecture et on organise les formations à distance. Donc pour revenir à notre sujet, concernant les éléments de preuve, si on prend la partie synchrone, la partie classe virtuelle, comme ça pourrait l'être aujourd'hui là dans notre situation de rencontre ce soir, on a distingué donc plusieurs modalités. L'observation ou la grille avec des critères suite à une activité individuelle ou collective. On peut, au cours d'une classe virtuelle, par exemple, proposer des études de cas ou une recherche ou une réalisation de définitions en particulier. Donc, on peut utiliser côté formateur une grille d'observation. Alors, elle est sur format
papier ou numérique, puisque à la limite, le formateur, il est chez lui et il peut remplir une grille d'observation, d'évaluation de cette mise en situation. Donc évidemment, il faudra garder en élément de preuve et fournir à l'IFEAP la grille. Alors si elle est sur papier, il faudra la numériser, ou en tout cas nous faire parvenir une grille de cette observation. On peut aussi utiliser dans le cadre, comme aujourd'hui, d'une formation en classe virtuelle, un questionnaire. Donc ça, c'est un outil qui est déjà intégré à Classilio, mais dans Teams, on pourrait aussi vous faire passer là un questionnaire en fin de réunion pour voir ce que vous avez compris, pas compris, donc qui permettrait aux formateurs d'évaluer vos connaissances et vos apprentissages. Donc, bien sûr, il faudrait faire une extraction, soit de Classilio, soit de Teams, pour garder une preuve. Et ça, c'est pas très compliqué. En tout cas, on sera là pour vous donner un coup de main dans ces situations de gestion d'outils à distance. C'est pas toujours simple pour ceux qui démarrent avec. Donc là aussi, on sera évidemment aidant pour vous donner la procédure. Autre modalité d'évaluation sur une classe virtuelle, la production écrite collective. On peut, notamment dans Classilio, utiliser un tableau blanc. Donc, on peut travailler par sous-groupe. Chaque sous-groupe produit un document qui appartient à ce sous-groupe et qui peut faire office d'une restitution collective. Donc, bien évidemment, tout ça peut être gardé, conservé en termes de preuves. Et puis, il y a d'autres outils qui ne sont pas là forcément intégrés à Teams ou à Classilio. On en a parlé, Karine en a parlé, ça peut être Socrative ou Learning Apps, qui sont des applications qui sont sur le web, gratuites, et qui permettent aussi de faire des questionnaires autour des connaissances. Donc ça peut se jouer aussi au moment d'une classe virtuelle. C'est peut-être un peu plus... comment dire, il faut être un peu initié à l'animation d'une classe virtuelle pour jouer entre guillemets, mais il faut s'amuser aussi avec ces outils numériques, mais c'est possible. Donc dans ces cas-là, on peut conserver des traces. Ce sont des applications qui permettent soit de télécharger parfois un dossier Excel qui permet de conserver la trace des gens qui ont contribué, qui ont réalisé cette évaluation. Puis enfin, la production écrite ou de fichiers audio, individuels ou collectifs. Effectivement, dans une situation de classe virtuelle, des sous-groupes peuvent aussi travailler sur un document collaboratif. Donc, évidemment, ça génère au final des productions individuelles ou collectives qui sont numérisées, donc il faudra garder des traces de ces productions. Ça, c'était la partie synchrone, classe virtuelle, et puis ensuite la partie plateforme d'apprentissage, où on va retrouver aussi un certain nombre d'éléments. Et puis nous, l'outil qu'on utilise, mais les autres aussi, mais en l'occurrence Moodle, intègre déjà dedans un certain nombre d'activités possibles en termes d'apprentissage, donc c'est évidemment ça qu'il va falloir conserver. Entre autres, production individuelle ou collective. Donc, il y a des modalités dites de devoir. Le terme est un peu... Voilà, c'est pas forcément une traduction très heureuse, mais en tout cas, permet de réaliser un certain nombre de travaux de la part des apprenants sur Moodle. Et donc là, c'est pareil, de cette plateforme-là, on peut extraire des traces de ces travaux. Production individuelle ou collective dans une modalité forum aussi. Dans Moodle, il y a tout un forum qui peut être animé et puis qui peut faire office de commande, de consigne auprès des apprenants autour d'une activité de réalisation. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est un projet d'animation et nous fournir quelques éléments quelques arguments ou exposer en quelques lignes comment vous menez un projet d'animation au sein de votre établissement, par exemple pour les personnels de vie scolaire. Donc, cette contribution, elle devient obligatoire. Elle peut être inscrite dans le forum, ce qui permet à toute la promotion de voir les contributions des uns des autres et les définitions des uns des autres. Et bien entendu, on peut faire une extraction de ce forum qui aussi fait d'abord la preuve qu'il y a bien une participation de l'apprenant, mais au-delà de ça, de mesurer la compréhension par les apprenants de ce qu'est un projet d'animation et de la manière dont il est capable de restituer tout cela
dans un forum. Donc Moodle intègre ces outils-là, et puis on peut faire une extraction du forum. Et puis enfin, comme ça a été dit aussi en classe virtuelle, on peut mettre en place sur ces plateformes des systèmes de quiz ou de sondage. Ça, c'est aussi intégré à Moodle. Donc, on peut faire un quiz, une évaluation de connaissances à l'instant T. Et donc là aussi, on peut, à travers Moodle, faire une extraction. On a un système de rapport d'activité qui permet de générer ces documents de preuve qui seront à fournir par l'intervenant. Donc là, c'est pour certains des modalités qui sont un peu plus lointaines. La question de la formation à distance, évidemment, on a moins de recul et moins de pratique avec ces outils numériques. Il ne s'agit pas de produire ou de surproduire, mais je le redis, on sera à vos côtés. Si vous êtes impliqué dans des dispositifs de formation à distance ou même des dispositifs mixtes qui se font à la fois en distanciel et en présentiel. Et quand on est amené à utiliser les outils que je viens de citer, Classilio, Teams ou Moodle, bien entendu, on sera à vos côtés pour en amont préparer ces questions de preuve, les faire vivre pendant la formation et bien entendu derrière pour, si vous êtes en difficulté ou si vous avez besoin de conseils, vous aider à récupérer ces éléments-là. On ne vous laissera pas seul sur le sujet. C'est bon pour moi, Karine. Je crois que j'ai une question d'Audrey. Ouais. Les questions, on verra après. On va finir sur la dernière diapo. Et puis après, on voit les questions après. Agathe. Ok, allez, donc à toi, Frédéric. Ouais, ce que l'IFEAP propose et met en place à partir de 2020-2021, donc les modalités d'évaluation ont été précisées et affichées dans les programmes. Karine en a parlé, on a donné une illustration à travers une capture d'écran sur les programmes de formation qu'on diffuse, catalogue, papier ou sur le site. Donc voilà, des modalités qui sont déjà précisées dans les programmes. L'IFEAP transmet aux intervenants le document de référence sur les éléments de preuve à récupérer. Donc, il y a un document, enfin ça tu vas me confirmer Karine, mais il y aura bien un document qui vous sera transféré au-delà de temps comme ce soir pour accompagner notre réflexion, votre réflexion autour de ce sujet. Mais il y a un document qui sera de toute façon transmis à l'ensemble des intervenants, parce que évidemment tout le monde n'est pas là ce soir. Donc voilà, qui viendra repréciser les choses. Charge à l'intervenant, aux intervenants que vous êtes, mais nous aussi, on est évidemment directement concernés en tant que formateur permanent. Charge à nous et à vous de récupérer ces éléments de preuve, numériques ou papier, tels qu'on a pu vous en parler ce soir. Et enfin, de les transmettre aux référents formateurs qui pilotent la session. Donc, c'est la personne qui, le formateur qui est en référence de la formation que vous animez, avec lequel vous êtes en lien direct. Donc, il faudra lui transmettre ces éléments de preuve. Et l'IFEAP va archiver ces preuves le temps nécessaire et évidemment en cas de contrôle que l'on soit en mesure de fournir ces preuves. En cas de contrôle et lors des audits de certification. Et lors des réhabilitations, pas vraiment, mais enfin voilà. Il y a effectivement des audits, c'est tous les 3 ans, Karine, c'est ça? Oui, enfin on peut dire tous les 18 mois, puisque je rappelle au niveau de la certification, on a une première certification, on a une certification initiale. Ensuite, au bout de 18 mois, une certification, un audit de surveillance, pardon. Et 18 mois après, donc ça fait 3 ans après l'audit initial, un audit de renouvellement. Donc évidemment, dans ces cas-là, bon, même si ce n'est pas l'objet de ce soir, on ne va pas détailler ça, mais
Karine aussi est beaucoup plus experte que moi sur le sujet, mais voilà, un certain nombre de sessions sont un peu tirées au sort ou en fonction des modalités et puis des envies de l'auditeur. Et il y a évidemment une vérification et donc on doit être en capacité de ressortir un certain nombre de documents, pas uniquement les éléments de preuve évidemment de l'évaluation de la formation, d'autres documents, mais voilà, ouais, bon, ça peu importe, ce sera pour plus tard. Ouais. Alors, pour préciser, pour conclure hein, sur ce volet-là, et pour vous faire part de l'expérience que j'ai eue à l'audit initial de certification la semaine dernière, sur ce volet-là de l'évaluation, que ce soit dans les formations longues ou dans les formations courtes, le sujet de ce soir, c'est les formations courtes. Ce qui nous est demandé pour la certification, c'est bien une obligation de moyens, pas de résultats. Donc, il faut qu'on démontre que dans la formation, on a prévu un processus d'évaluation et donc on doit être en mesure de fournir des éléments de preuve de cette mise en place de processus. Et donc, nous, on a été audité sur justement construire et réussir une séance de cours hein, pour la partie formation courte. Et donc, ce qu'a apprécié l'auditeur, hein, c'est qu'on ait pu lui fournir cette fameuse grille, un exemple de grille d'observation d'une séance de cours. Donc, on a été en mesure de lui donner vraiment un élément de preuve de la mise en œuvre du processus. Il n'a pas été vérifié que la personne avait bien atteint les compétences, ça c'est pas leur souci. Eux, ce qu'ils demandent, c'est qu'on soit garant d'un processus. Voilà, c'était pour conclure par rapport à ça. Eh bien, vos remarques, vos questions. Il y avait une question d'Audrey. On est à deux. Bon, j'y vais. Oui. Je me posais la question dans un stage court de 2 jours, quoi, comme on fait là, ou 3 jours. L'évaluation, est-ce qu'elle doit être systématique pour tous les stagiaires ou est-ce qu'elle est faite seulement, elle peut être faite sur un ensemble de stagiaires, à la fois avec de l'individuel, mais aussi du collectif? Ou est-ce que chaque stagiaire doit être évalué? Tu peux être dans de l'évaluation collective. Hein. C'est considéré comme… c'est accepté. C'est-à-dire qu'on peut très bien, dans l'évaluation, prévoir une évaluation production, production en collectif d'une, je sais pas moi, d'une séance, d'une séance de sophro, quoi, ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, tu les mets en situation. Ça peut être une mise en situation collective de construction de séance d'une séance de sophro. Et toi, derrière, par contre, il va falloir que tu remplisses une grille d'observation pour vérifier qu'ils vont bien mettre en œuvre des incontournables d'une séance de sophrologie, par exemple. Voilà. Oui. Mais ça va être collectif. Je n'ai pas à faire une évaluation individuelle. Non, tu vas avoir une… Tu vas dire, bah voilà, ça c'est ma grille d'observation du groupe 1 qui était composé de monsieur machin, madame machin et monsieur truc. Voilà. Donc en fait, c'est la grille d'observation du formateur? Oui. Parce que, par exemple, dans une mise en situation ou un jeu de rôle, je pense par exemple à l'animation de réunion, il y en a un qui va animer, il y en a qui vont faire les élèves. Et puis, il y en a, moi j'ai des observateurs qui observent ce qui se joue. Donc, j'ai une fiche d'observation pour les observateurs. Puis ensuite, on débriefe à partir de la fiche d'observation des observateurs, puis chacun des acteurs. Donc, qu'est-ce qu'on doit produire comme élément de preuve? Ce qui a été rempli par les élèves, enfin par les apprenants qui ont observé la mise en situation, ou c'est moi, formateur, qui dois produire ma propre grille? Je dirais que qui peut plus, peut le moins. Donc, s'il y a une coévaluation par les pairs, alors s'il n'y a que les pairs qui s'auto-évaluent entre eux en autonomie,
il faut récupérer les grilles d'évaluation par les pairs. Si c'est une co-évaluation par les pairs avec le formateur en plus, l'idéal, c'est de récupérer à la fois les grilles d'observation des stagiaires et la tienne. Mais on peut se contenter que de la tienne. On pourrait se contenter que de la tienne, du coup. D'accord. Après, il ne faut pas que ça devienne… Il y a un minimum à récupérer comme élément de preuve, mais il ne faut pas que ça devienne une charge contraignante, quoi. Donc, c'est à vous de définir ce qui va être le moins contraignant en termes d'éléments de preuve à récupérer. D'accord. Du coup, on a eu une question d'Audrey dans le chat qui disait « Est-ce que les traces sur Moodle sont nominatives avec des liens Learning Apps et formes intégrées dans les diapos ?» Audrey, pourrais-tu, s'il te plaît, j'ai l'impression qu'il y a 2 questions en une, là. C'est pour ça Oui. Non, mais tu as raison. Mais du coup, oui, je voulais juste savoir si quand on dépose un questionnaire, donc je vais prendre le premier exemple, donc un questionnaire Learning Apps dans un diapo dans Moodle, est-ce que le stagiaire qui répond à ce questionnaire, on peut extraire les données de ces réponses avec son nom? Ouais, donc là, c'est peut-être un peu technique pour les uns les autres. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vérifier auprès de chaque application, parce que là, tu vas récupérer directement dans Learning Apps si la personne a rempli. Donc, ce qui est sûr, c'est que Socrative le fait. Donc, Learning Apps doit aussi permettre d'avoir un… Voilà. Donc oui, Forms, je pense que oui aussi. Forms, c'est certain, oui. Ok, d'accord. Forms, on a toutes les réponses au questionnaire individualisées. Donc oui, ça, il n'y a pas de problème. Ok, mais ouais, non, mais effectivement, du coup, je ne savais pas trop si c'était le lieu, mais comme je suis là en train de faire ça, je me suis dit, voilà. Tu as raison. Okay. Ce qui est certain, c'est que pour ceux qui sont là ce soir, qui nous écoutent, il faut se poser la question en amont. C'est-à-dire qu'avant de se lancer sur un outil, faites la recherche de voir si on peut récupérer trace de la participation des apprenants à l'exercice ou sur l'outil, l'application que vous allez utiliser. Si vous avez un doute, évidemment, vous nous contactez. Mais c'est vrai que ce serait dommage d'aller produire un beau questionnaire et pour lequel ce sera compliqué d'avoir une trace nominative. Ce serait dommage. Donc voilà, plutôt que de se lancer là-dessus, n'hésitez pas, nous on a aussi des idées à vous soumettre, donc voilà, il faut qu'on travaille ensemble. Oui, ok, merci Fred. De rien. Moi j'avais une question qui rejoint ce que Karine disait tout à l'heure là sur le fait que ce qui était demandé dans Calliope, c'est une obligation de moyens, c'est-à-dire montrer qu'on a mis en place un processus d'évaluation. Et moi, j'ai fait une formation sur Calliope où on nous disait que ce qui était important, c'était de montrer qu'on avait défini des critères d'évaluation, mais que la manière dont on évaluait n'était pas, auditée, et que c'était tout à fait acceptable de dire qu'on faisait une évaluation qualitative, alors que je vois que vous, à l'IFEAP, vous estimez qu'il est nécessaire d'avoir non seulement le processus, mais en fait des preuves que le processus a été mis en œuvre et que les stagiaires ont rempli des grilles ou ont produit des choses qui sont archivées. Et voilà, donc il y a une différence par rapport à ce que moi je l'avais entendu dans la formation que j'avais suivie là. Et je trouve… vas-y, Karine. Excuse-moi, non, vas-y, va au bout de ta pensée, Régis, excuse-moi. Non, mais simplement parce que c'est lourd de garder des preuves numérisées de cette évaluation-là. Voilà. Et je pensais qu'il était possible de s'en affranchir. Voilà.
Ben, malheureusement, pour l'avoir vécu en audit blanc et l'avoir vécu la semaine dernière en audit, hein, systématiquement, l'auditeur va te demander des éléments de preuve concrets de ce que tu mets en œuvre. Donc, tu peux. Alors, quand tu entends, qu'est-ce que tu entends par évaluation qualitative? Est-ce que tu peux faire de l'évaluation qualitative en ayant en trace d'un élément de preuve que tu l'as bien mis en œuvre, cette évaluation qualitative, avec justement une grille d'observation, voilà. Mais eux, c'est du factuel hein, qu'il leur faut. Hein, donc, ils ne se basent pas que sur des on-dit. Oui, oui, mais c'est-à-dire que nous, la manière dont on évalue, c'est-à-dire, on a différents critères et puis on évalue chaque stagiaire de 1 à 3, mais c'est, voilà, c'est l'évaluation du formateur, de la progression par rapport aux différents critères, mais c'est le formateur qui remplit et voilà, on lui demande, j'avais compris que ça suffisait, qu'on ne nous demandait pas comment on mettait 1, 2 ou 3 à chaque stagiaire. Voilà. Ah non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Hein. Quand je dis, on a une obligation de moyens, c'est-à-dire de démontrer qu'il y a un processus d'évaluation, c'est de démontrer qu'on a on a prévu quelque chose pour évaluer l'atteinte de ces objectifs. On n'a pas à préciser les critères qui vont qu'on va mettre 1, 2 ou 3. Je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire qu'on est bien dans le sens où j'ai prévu, pour évaluer ces objectifs, en fait, j'ai prévu de leur faire un jeu de rôle. Et donc, moi, en tant que formateur, je vais avoir formalisé une grille d'observation des acteurs de ce jeu de rôle, etc. etc. quoi. Voilà. Ouais, mais donc, on n'a pas à justifier d'une note, entre guillemets, d'une note qu'on va leur donner. D'accord. D'accord. Donc, ça veut dire que comme élément de preuve, si on fait une grille comme ça d'appréciation, de la progression, voilà, ça va comme élément de preuve, quoi. Oui. D'accord. Je change de champ de formation. Je pars sur la VAE, par exemple, l'accompagnement VAE, qui est quelque chose de complètement différent, mais qui pourrait on pourrait s'en inspirer. Sur la VAE, c'est pareil, il faut qu'on démontre d'un processus d'évaluation de la progression du candidat à la VAE dans son propre processus VAE, quoi. Et donc, on a mis en place un tableau de bord pour suivre l'accompagnement, pour suivre le candidat à la VAE dans son processus. Ben, on pourrait très bien imaginer pour certaines formations, alors pour les formations courtes, pourquoi pas, mais dans les formations longues, mettre en place un tableau de bord aussi de suivi de la progression des apprentissages de l'apprenant. Ça pourrait être aussi envisageable. On détermine des étapes et le formateur atteste du passage de ces différentes étapes. Ça peut être aussi une façon de voir les choses. D'accord. Alors après, sur une formation courte, suivre la progression, ça te demande de définir des étapes hyper courtes, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Mais ça peut être envisageable. Bon, tout à fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut déjà que vous ayez en tête qu'est-ce que je fais moi déjà dans mes pratiques, voilà, et de vous dire, ah bah tiens, ça finalement, c'est de l'évaluation, et donc je suis en mesure de dire que j'ai bien un processus d'évaluation, et ce que j'ai juste la marche supplémentaire à franchir, c'est de se dire, il faut que je récupère les éléments de preuve de cette évaluation. Et on fait déjà dans nos formations de l'évaluation, dans nos formations courtes, déjà de l'évaluation sans s'en rendre compte. Ouais. Sans l'avoir vraiment formalisé en tant que tel. D'autres remarques, d'autres questions?
Et comment seront gérés ces différents éléments de preuve à la suite des stages? Vous les stockez dans une armoire, vous les relisez, vous en faites quoi en fait? Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les stocker numériquement. Si vous nous les envoyez de façon numérique ou même si vous nous les envoyez au niveau papier, je pense qu'on les numérisera et on va les stocker, nous, au niveau de notre réseau IFEAP. On les stocke de toute façon réglementairement, les éléments de preuve, parce qu'il y a d'autres. Il y a Calliope, mais il y a aussi la loi qui nous dit qu'on doit préserver, garder les éléments de preuve de la réalisation de la formation pendant au moins 5 ans. Donc, on stockera ça sur le réseau à l'IFEAP. On est en train de réfléchir à de quelle manière on va pouvoir stocker ces éléments-là de façon confidentielle, c'est-à-dire que tout le monde à l'IFEAP n'aurait pas accès à ces éléments de preuve, de façon à ce que ça soit pas que les travaux des stagiaires soient pas mis sur la place publique, place publique de l'IFEAP. Donc, on est en train de réfléchir à un dispositif d'archivage auquel aurait accès uniquement le formateur pilote de la formation, le responsable qualité et la direction. Voilà. Puisqu'il y a la confidentialité aussi qui est importante à préserver. Bien. D'autres questions? Non, eh bien, on va conclure ce premier épisode autour de la qualité à l'IFEAP. Donc, j'espère que déjà, ça a permis de vous éclairer sur la manière, sur cette question épineuse qui est l'évaluation au niveau des formations courtes. Et puis, donc on voulait vous donner... Ah, c'est coupé. Je ne sais pas si vous voyez tout l'écran. Vous donner tous les échéances pour nos prochains épisodes et puis les thématiques. Alors, attendez. Je vais me mettre... Hop. Je vais baisser. C'était bon, Karine. C'était bon? Ouais, ça passe. Ouais, vous voyez tout? Bon, ok. Parce que moi, c'était coupé. Ça doit être celui-ci, voilà. Tac. Ah, évidemment, il a repris au début. Ah, le coquin. Bon, je vais le laisser comme ça. Comme ça, je ne ferai pas de bourde. Donc, prochain épisode, le 22 septembre, donc sur... alors, qu'est-ce que la FOAD à l'IFEAP? Alors, comment j'enlève le cadre là? Alors, attendez, je vais faire... Ça c'est pas beau du tout. À partir de la diapo. Voilà. Donc, épisode de qu'est-ce que la FOAD à l'IFEAP? Quels sont les impacts sur les pratiques des formateurs? Donc, ce sera un complément du webinaire qu'on a pu faire début juin sur la FOAD à l'IFEAP, mais là, on le traitera vraiment sous l'angle de la qualité et de la certification Calliope et de la réglementation aussi plus générale dans le cadre de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel. Ensuite, le 27 octobre, nous parlerons du bilan à chaud de la formation. Donc là, on a parlé de l'évaluation des objectifs. Donc, on fera un temps sur le bilan à chaud de la formation pour la prise en compte des appréciations et réclamations des clients sur les prestations de l'IFEAP. Ensuite, en novembre, donc on vous précisera la date exacte, on fera un zoom sur la veille et la montée en compétences des collaborateurs et prestataires de l'IFEAP, puisque c'est un indicateur du référentiel Calliope
ce sont 2 indicateurs du référentiel Calliope qui demandent donc à l'organisme de formation ce qu'il fait en termes de veille et de montée en compétences de ses collaborateurs. Et enfin, en janvier, on zoomera sur tout ce qui est mise à disposition des ressources pédagogiques aux stagiaires, qui est aussi un indicateur incontournable donc, du référentiel Calliope. Voilà. En bas de l'écran, on vous rappelle le lien pour pouvoir participer donc oh là là, intervenant, il y a une faute, excusez-moi. Pour pouvoir donc intégrer le groupe sur LinkedIn, groupe formateur et intervenant IFEAP, avec le QR code à côté si vous voulez le flasher tout de suite. J'aurais pu le mettre dans le, je vais le mettre dans le chat aussi, comme ça vous pourrez cliquer dessus. Donc on a créé ce groupe LinkedIn pour pouvoir échanger avec vous sur tout ce qui tourne autour de la formation professionnelle continue. Donc voilà, n'hésitez pas à demander à intégrer ce groupe sur LinkedIn. Ça nous permettra de réseauter autour de ces questions de la formation professionnelle continue. Voilà, écoutez, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon été. On se donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison 2020-2021 IFEAP, quoi. Et puis on se croisera tous, les uns et les autres, soit dans des opérations régionales, soit dans nos formations respectives. Je vais laisser la parole à Frédéric s'il souhaite dire quelque chose. Non, parce que je te vois apparaître à l'écran. Je m'associe à toi et je pense que Sandra et Agathe aussi pour vous remercier pour votre participation et puis en vous souhaitant un bel été. Et puis qu'on se retrouve très bientôt, y compris physiquement. Ça fera du bien. Voilà, ça fera du bien, ouais, c'est ça. Donc, je vous ai mis le lien pour le... Ah, non, ça n'a pas marché. Je vous mets tout de suite le lien pour le groupe LinkedIn. Hop, CTRL-C. Ça n'a pas marché parce que ça a remis YouTube, le lien YouTube. Ça ne va pas du tout, cette histoire. CTRL-V. Voilà, hop, c'est parti. Donc, bonne soirée à tous et puis à très bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.